Bonjour les cinquièmes, donc si vous êtes là, c'est que vous avez suivi le lien dans l'ENT, dans le message de l'ENT. Et donc on est là pour regarder ensemble le cours, voir ce que vous avez à compléter sur les schémas notamment. Vous verrez qu'il y a quelques modifications par rapport à ce que vous avez pu copier, notamment à la fin, donc vous pourrez modifier en conséquence. Alors, on nous secourt, l'énergie et ses conversions, chapitre 3. Et voyez, j'ai mis ici le cours qui nous servira de référence pour la suite. Je l'ouvre. Voilà, il est ouvert. Donc, le début n'a pas changé, hein. On fait toujours ce qui est en fait une conclusion du TP qu'on a fait ensemble, où vous deviez découvrir l'importance des circuits en série pour l'indépendance des récepteurs. On fait un schéma avec les deux lampes qui sont dans deux boucles de courant et l'interrupteur qui commande les deux boucles à la fois parce qu'il est dans la branche génératrice. Deuxième schéma, on vérifie que ce circuit respecte les conditions qu'on lui a fixées pour fonctionner correctement. C'est-à-dire qu'en ouvrant l'interrupteur, les deux boucles de courant n'existent plus et les deux lampes s'éteignent. En fermant, les deux boucles de courant existent et les deux lampes s'allument. Donc, une des conditions respectées. L'autre condition, la condition de sécurité, si une lampe grille, l'autre lampe doit rester allumée. On voit qu'ici, une lampe grillée, donc représentée par un interrupteur ouvert, ouvre la boucle de courant qui était dessinée en vert. Par contre, la boucle rose est tout à fait indépendante et la deuxième lampe continue de briller. On aurait pu très bien griller cette lampe, interrupteur ouvert ici, et ici la lampe continue de fonctionner normalement. Et dans ce cas, on aurait eu un comportement symétrique. Ensuite, on était passé à une généralisation des circuits électriques avec une première définition du circuit série, où le circuit série est simplement défini par le fait qu'il n'y ait qu'une seule boucle de courant. Donc, si vous avez dans un circuit série plusieurs récepteurs, ils seront forcément dans la même boucle. Donc ceci pose notamment le problème de dépendance des récepteurs. S'il y a un récepteur qui se comporte comme un interrupteur ouvert, peut-être parce on veut l'ouvrir, ce récepteur, tous les récepteurs de la boucle vont s'éteindre. Deuxième chose, vous savez que comme il y a une conversion énergétique, donc une résistance au passage du courant, à chaque fois que vous avez un récepteur, vous allez accumuler les résistances et au bout d'un moment, le circuit électrique, bien qu'il y ait une boucle de courant, ne fonctionnera pas. On verra, on parlera de sous-tension en quatrième. Ensuite, définition du circuit dérivation, où on va mettre chaque récepteur dans des boucles de courant différentes. Le grand avantage est d'avoir l'indépendance de ces récepteurs. Vous voyez qu'ici, j'ai mis les interrupteurs dans des parties où il n'y a qu'une seule boucle de courant qui peut passer, ce qui fait que ces interrupteurs ne commandent que le récepteur qui est dans sa boucle. Voilà. En fait, c'est vous qui décidez si vous voulez avoir, comme dans cet exemple, je remonte un peu, comme dans cet exemple, un interrupteur qui commande toute la boucle, c'est ce qu'on appelle un interrupteur général, ou alors des interrupteurs particuliers qui commandent juste le récepteur qui est dans sa boucle. Et en fait, le circuit dérivation, c'est le circuit que vous avez chez vous dans votre maison, et vous avez les deux. Un interrupteur qui va être ici dans la branche génératrice et qui commande toutes les boucles, notamment en cas de surintensité qui s'ouvrira de façon automatique, et des interrupteurs particuliers pour chaque récepteur. Donc ce schéma, c'est un peu le même. Je l'ai laissé juste pour cette phrase. L'avantage du circuit en dérivation, les deux lampes brillent normalement car elles sont indépendantes. Voilà, chacune dans une boucle. Euh, vous avez compris que le circuit en dérivation, c'est le circuit qu'on voudra toujours faire dès qu'on on veut de l'indépendance, qu'on veut à peu près tout le temps. Mais il y a quand même une conséquence. C'est lors d'un court-circuit. Un court-circuit, c'est un fil ou une condition sur le récepteur qui conduirait à un fil
qui shunt, c'est un terme anglais, mais qui veut dire qui fait le tour du récepteur. Et là, on aurait pu penser que juste le récepteur qui est shunté ne fonctionne plus, mais que l'autre continue à fonctionner. C'est ce qui se passe dans les circuits en série. Ici, ce n'est pas le cas. Regardez, je conclus. Voilà, si je mets comme ça, c'est bon. Je conclus à partir du moment où on a potentiellement le choix entre trois boucles. Deux boucles qui passent par les récepteurs, une boucle ici avec, qui passe par LA et une boucle par LB, et une troisième boucle qui passe par aucun récepteur. Et bien donc ici on a une boucle de court-circuit où il y aura juste conduction et donc aucune résistance au passage du courant. Les deux autres boucles, il y a des conversions énergétiques à faire, donc résistance au passage du courant. Et donc le courant prendra la boucle offrant le moins de résistance possible. Et donc tous les récepteurs ne sont plus alimentés. Ils ne sont pas cassés, mais simplement ils ne sont plus alimentés. Et toujours pareil, comme il n'y a aucune résistance, il y a surintensité. Voilà. Donc ensuite, 3-4, on avait un document sur les multiprises qu'on a commenté ensemble en classe. Je le laisse comme ça, peut-être. Attendez, je vais faire comme ça. Voilà. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez le lire, mais on l'avait commenté en classe. Et puis, c'était pour dire que le problème, notamment des multiprises sur multiprises, c'est que potentiellement, vous allez créer de nombreuses boucles de courant. Et comme vous le savez, toutes ces boucles de courant passent par la branche génératrice. Le truc, c'est qu'il n'y a toujours qu'un seul générateur dans les circuits. Donc, à chaque fois qu'il y a une boucle, le générateur est au courant. Voilà. Et à force de faire des boucles et des boucles et des boucles qui se superposent, notamment dans la branche génératrice, eh ben vous savez ça, vous avez des surintensités, donc surchauffe et encore danger d'incendie. Voilà. Donc il existe deux causes de surintensité. La surintensité, car il y a une boucle de court-circuit parce qu'il y a un récepteur qui dysfonctionne. Et moi, je l'ai vécu plusieurs fois, je ne sais pas pourquoi, mais surtout avec les grille-pains. Vous verrez, je suis sûr qu'on est plusieurs à partager cette histoire du grille-pain qui fait sauter les fusibles. Voilà, donc surintensité parce qu'il y a une boucle de court-circuit à cause du grille-pain, et surintensité car il y a trop de boucles de courant fonctionnelles. Voilà, dans tous les cas, il faut se protéger de cette surintensité, et je reviens à une partie que je n'ai pas rajoutée dans le cours, c'est ici, dans ce que je vous ai présenté juste en classe, c'est dans la maison. La maison, on a un instrument, peu importe de savoir si la surintensité vient d'un court-circuit ou vient qu'on ait branché trop de choses dans la maison, il y a un disjoncteur qui est dans la branche génératrice. Vous voyez, la branche génératrice, c'est tout ça, jusqu'ici. Voilà. Après, on commence toutes les branches réceptrices, quoi, la partie réceptrice du circuit. Et donc, dès qu'il y a détection d'une surintensité, ça s'ouvre. C'est à vous de trouver la cause de surintensité. Soit vous renvoyez le grille-pain chez le distributeur, soit vous enlevez toutes les choses qui servent à rien, les lampes à l'étage et puis le deuxième frigo, je ne sais trop, qui consomme trop. Et après avoir rétabli la situation, le disjoncteur ne sautera plus. À vous de voir. Alors, j'en étais où? Donc, je reprends mon cours. J'ai dû l'ouvrir quelque part, mais je ne le retrouve plus. Voilà, donc il est ouvert 3 fois maintenant. Hop, donc on a été là. Donc voilà, surintensité et surintensité, les deux causes. Puis j'ai fini cette... donc là, ça a beaucoup changé par rapport à ce que vous avez, mais j'ai essayé de synthétiser, sachant que en reprenant la fin, le 2.4, la fin du chapitre 2, vous avez, vous avez des choses d'autres choses que vous pouvez aller regarder. Donc les 5 notions à retenir sur la double condition pour avoir une boucle de courant fonctionnelle. Différence entre boucle de courant fonctionnelle et boucle de court-circuit.
savoir distinguer les circuits série et dérivation, et savoir pourquoi tous les récepteurs de la maison sont montés en dérivation du générateur. Je le marque, c'est évident, c'est parce qu'on a besoin d'indépendance. Ensuite, il faut aussi parler des deux causes de surintensité. Savoir parler des deux causes de surintensité et donner des exemples. L'an prochain, en quatrième, sur la partie vraiment schéma général de l'électricité, il n'y aura pas forcément grand-chose de plus, mais la grande nouveauté, c'est on va sortir les appareils de mesure pour vérifier expérimentalement, par exemple, que l'intensité du circuit est la même en tout point d'une boucle de courant. Ça sera l'unicité. Que quand il y a plusieurs boucles de courant, il y a le courant de toutes les boucles qui se mesurent en ce point. Ça sera des lois d'additivité. Et puis on parlera de tension. On sortira peut-être de nouveaux récepteurs comme des DEL et des résistances. Et puis on verra, mais on va continuer dans cette partie où on parlera encore de conversion énergétique et d'électricité pour appuyer tous nos dires sur les conversions énergétiques. Voilà pour cette partie. Faites bien les exercices et puis je referai un petit point avec vous où je commenterai les corrections d'exercices. Voilà, donc je reste en contact avec vous. Vous pouvez marquer des messages sur les NT et comme vous le savez, pour ceux qui ont déjà testé, j'y répondrai. Meilleur confinement possible et puis on se revoit si tout se passe bien dans un petit mois. Allez, portez-vous bien.